Il y a dans la vie de ce podcast des épisodes d'un genre particulier, qui ne sont pas des analyses et qui ne sont pas non plus des commentaires, et encore moins des voix qui expliquent, mais plutôt des sortes de pauses, des instants où l'on pose tout ce qu'on tient dans les mains et où l'on regarde simplement une chose, un élément, quelque chose du monde ordinaire qu'on traverse sans jamais vraiment le voir. Ces épisodes-là, je les appelle des fragments de contemplation poétique. Ce sont de petites capsules hors du temps, quelques minutes où je vous invite à fermer les yeux, si vous le souhaitez, à ralentir, à laisser les mots faire leur chemin en vous, sans chercher à les retenir. Aujourd'hui, c'est le miroir. Je suis heureux de vous accueillir ici, sur la voie poétique. Le miroir commence par être froid. Posez le bout des doigts dessus, n'importe quand, sur n'importe quel miroir, et vous ressentirez cette fraîcheur légère, lisse, imperméable. Ce n'est pas tout à fait le froid du métal, ni même celui de la pierre, mais c'est quelque chose de particulier au verre. Une fraîcheur qui ne cède pas à la chaleur de la main, ou presque pas, ou très lentement. Comme si la surface ne voulait pas tout à fait se laisser apprivoiser finalement. Comme si elle restait malgré tout dans son propre monde, de l'autre côté. C'est du verre donc, du sable fondu, refroidi, derrière une fine couche d'argent ou d'aluminium, une chose brillante, chimiquement fixée, qui renvoie la lumière avec une précision que rien d'autre dans la nature n'atteint aussi parfaitement. Voilà ce que c'est. Un objet simple, un objet technique, fabriqué, et pourtant. Approchez-vous. Regardez. Il y a quelque chose qui vous regarde en retour. Il y a un moment précis, qu'on n'arrive jamais à attraper parce qu'il arrive toujours juste avant qu'on y pense, où le miroir cesse même d'être une surface et devient un visage. Alors on s'approche, on avance. D'abord, c'est la pièce. On voit dans le verre les contours clairs, la lumière fidèlement reproduite. Puis, à mesure qu'on se rapproche, il y a quelque chose qui sort du fond. Une forme qui avance vers vous, au même rythme que vous avancez vers elle. Une forme qui est vous, sans encore être tout à fait vous, qui est encore un peu trop floue, trop lointaine pour déclencher la reconnaissance complète. Et puis, il y a cet instant, le face-à-face. Le moment où les yeux se trouvent. Ce moment a quelque chose d'étrange que personne n'explique jamais vraiment. Un léger choc, un choc si léger qu'on ne le remarque plus depuis bien longtemps. Un imperceptible recul intérieur, suivi immédiatement de la certitude. C'est moi. Mais qu'est-ce que c'est ce « c'est moi » ? Après tout, de quoi sommes-nous si sûrs ? De quoi sommes-nous si sûrs exactement quand nous disons ça ? Ce visage dans le verre, eh bien, nous l'avons vu des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois. Et pourtant, si nous le regardons vraiment, sans la distraction de la brosse à dents ou du rasoir, ou même encore peut-être du rouge à lèvres, si nous le regardons comme on regarderait quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a une étrangeté là. Une étrangeté douce, une étrangeté légère et bien réelle. Ce visage, c'est le nôtre, et il nous échappe.
Voici la chose que le miroir ne dit pas. Il ne dit pas ce qu'il vous montre, que ce qu'il vous montre, c'est vous. Il vous montre quelque chose, une image réelle, précise, fidèle même en apparence, mais une image quand même. Et cette image, eh bien, vous êtes le ou la seul au monde à ne jamais pouvoir la voir comme les autres la voient. Ceux qui vous connaissent vous voient de face, à travers l'air, avec la lumière naturelle, qui change selon les heures et les saisons, et les états d'âme même. Ils voient votre visage bouger, parler, douter, chercher. Ils voient des expressions que vous ne faites jamais réellement exprès. Des expressions qui arrivent et qui partent avant que vous en ayez conscience. Ils voient votre profil, ils voient votre nuque, ils voient le mouvement de vos mains quand vous cherchez vos mots. Et vous voyez le miroir, toujours de face, toujours en situation de vous regarder, c'est-à-dire toujours un peu en représentation, même quand vous croyez ne pas l'être. Il y a quelque chose que je trouve de fondamentalement asymétrique dans notre rapport à notre propre visage. Nous sommes les seuls à ne pas nous voir vivre. Et quand une photo ou une vidéo nous montre à nous-mêmes, il y a souvent quelque chose qui cloche. Ce n'est pas tout à fait nous. Le visage que nous croyons connaître est celui du miroir. Ce visage inversé, symétrisé, d'une façon dont l'original ne l'est pas. Notre vrai visage, lui, il est légèrement différent de ce que nous croyons. Et cette différence, imperceptible à tous, sauf à nous, est une petite énigme que nous portons en nous, sans réellement y penser. Nous ne nous sommes jamais vus. Et puis il y a le miroir du matin. C'est le tout premier regard de la journée, parfois. Avant le café, avant les nouvelles et avant les mots. Juste ce visage dans le verre, sous la lumière souvent froide de la salle de bain. Une lumière absolument sans indulgence. Une lumière qui ne flatte rien et qui n'atténue rien. Le visage du matin, c'est un visage sans défense. La nuit l'a rendu plus mou, plus nu. Les traits n'ont pas encore repris leur contraction habituelle, leur façon de tenir le monde à distance. Le visage du matin est plus proche de quelque chose de vrai. Alors on le regarde une seconde, peut-être mieux. On passe vite à ce qu'on cherche. La confirmation que les cheveux peuvent être domptés, que la peau va bien, que le monde peut nous recevoir aujourd'hui. On utilise le miroir un peu comme une sorte d'outil au fait. On ne s'y attarde pas. Mais si on s'y attardait, si on accordait au miroir du matin la même attention qu'on donne, par exemple, à un paysage, à une lumière sur un mur, à quelque chose qu'on ne cherche pas à utiliser, on verrait peut-être quelque chose de bien différent. On verrait un visage dans le seuil, un visage entre deux états, entre la nuit et le jour, entre l'absence à soi-même du sommeil et le retour à soi-même de la veille. Un visage qui ne sait pas encore tout à fait qui il va être aujourd'hui. Eh bien, il y a quelque chose de touchant pour moi
dans ce visage-là. Quelque chose de fragile et d'honnête à la fois. C'est le visage d'avant le personnage. Il y a un usage du miroir qu'on n'ose pas tout à fait nommer. Quelque chose qu'on fait parfois, seul, sans le dire, et qui est peut-être le plus important de tous. On se regarde et on cherche. Mais on cherche quoi? Une continuité. Peut-être. La preuve que c'est bien encore soi, que le visage qui est là est bien le même que celui de l'an dernier, ou d'il y a même 10 ans, du temps de l'enfance, dont on garde dans la mémoire une image si différente de ce que le miroir montre maintenant. On cherche le fil. On cherche à voir dans ce visage d'aujourd'hui le visage d'avant. Et le miroir répond toujours la même chose. Il vous dit, voilà ce qu'il y a maintenant. Il n'a pas de mémoire. Il ne compare pas. Il ne garde rien de la visite de ce matin. Rien de celle d'hier. Rien de toutes les fois où vous êtes venu vous tenir là, face à lui. Chaque rencontre avec le miroir, c'est une première rencontre. Pour lui. C'est nous qui nous souvenons. C'est nous qui portons tous les visages antérieurs, superposés les uns aux autres, invisibles, comme transparents, comme des calques. Alors on vieillit dans le miroir, sans que le miroir vieillisse réellement, lui. Il reste presque comme neuf, il est indifférent, et il est toujours précis. Et cette indifférence, paradoxalement, eh bien, c'est ce qui le rend si utile pour contempler les temps. Parce qu'il ne triche pas, parce qu'il ne console pas, parce qu'il montre ce qui est. Les rides ne sont pas tristes dans un miroir, si on les regarde vraiment. Elles sont l'écriture du temps sur un visage. Chaque ligne vous dit quelque chose. Une façon de sourire répétée pendant des années, des nuits de veille, des étés au soleil, des chagrins qui ont traversé votre visage et qui ont laissé leur profond passage. Un visage qui a vécu porte ces années comme un paysage porterait ces saisons. Ce n'est pas une dégradation, mais c'est plutôt une accumulation. C'est la richesse visible de ce qui a eu lieu. Il y a un moment, vers la fin de la première année de vie, parfois un petit peu après, où il y a quelque chose qui se passe dans le regard d'un enfant face à un écran. Avant ce moment, l'enfant voit dans le verre un autre enfant, et il lui sourit. Il lui tend la main. Il rit avec lui. Il n'a pas encore compris que cet autre-là, eh bien c'est lui. Et puis un jour, à une seconde précise, qui n'a absolument aucun témoin le plus souvent, il comprend. Et on voit ça dans ses yeux. On voit quelque chose se nouer, hésiter, et puis s'ouvrir. Une lumière particulière à la fois, sérieuse et parfaitement stupéfaite. L'enfant tend la main alors vers le miroir, il touche le verre froid, regarde sa propre main en touchant le verre et revient à l'image. Et il sait. Il vient de se reconnaître. C'est un des instants les plus mystérieux de l'existence. L'instant où un être dit, pour la première fois, sans aucun mot, dans
la seule langue du regard. Je suis ça. Voilà ce que je suis dans le monde, vu de l'extérieur. Voilà l'objet que je suis pour les autres. Cette forme que je ne pouvais pas voir de l'intérieur et qui est là, dans le verre, me regardant. Ce moment, c'est une naissance dans la naissance. Une conscience qui se prend pour objet pour la première fois. Une boucle qui se referme sur elle-même en quelque sorte. Une façon de se tenir entre le monde et soi. Eh bien, notre dénominateur commun, c'est que nous avons tous traversé cet instant. Mais aucun d'entre nous ne s'en souvient. Avant les miroirs, taillés et polis, avant l'argent et l'aluminium et le verre, il y avait de l'eau. Une flaque après la pluie. Un lac au petit matin avant que le vent arrive et ride la surface. Une fontaine, un puits, un bassin dans la lumière de l'après-midi. L'eau a été le premier miroir du monde. Elle a montré aux premiers humains ce qu'ils avaient l'air d'être, avec toute la fragilité tremblante que cette image possédait. Une image qui vivait à la surface et disparaissait au moindre souffle, au moindre geste, au moindre caillou jeté, peut-être par un autre enfant. Le miroir d'eau est bien différent du miroir de verre, parce qu'il est vivant. Il bouge même quand on lui demande de ne pas bouger. Il déforme légèrement, il ondule. Il mêle le visage au ciel qui se reflète aussi dans l'eau. De sorte que se pencher sur une rivière calme pour voir son visage, c'est voir son visage dans du ciel. On regarde dans le ciel. On se trouve là, au milieu du bleu, des nuages ou des étoiles si c'est la nuit, une silhouette sombre penchée sur l'immensité. Et il y a quelque chose de profondément juste dans ce miroir-là, dans cette sorte d'image tremblante mêlée au monde, impossible à fixer. Comme si l'eau avait toujours su ce que le miroir de verre nous a fait oublier, ce que nous ne sommes pas séparés du monde qui nous contient, que notre image appartient à quelque chose de plus grand qu'elle. Vous savez, il y a aussi les flaques sur les trottoirs après la pluie. Ce sont des miroirs accidentels, provisoires, qui n'auront duré que le temps de la pluie et qui disparaîtront en quelques heures peut-être, par évaporation. Ils montrent le ciel à l'envers. Ils montrent les façades des immeubles renversés, les arbres dont les branches plongent vers un ciel seul. Ils montrent la ville deux fois. Une fois en haut, de façon ordinaire, plutôt banale, celle qu'on traverse sans regarder, et une fois en bas, dans le miroir de la pluie, étrange, précise, et légèrement irréelle. La même rue, c'est deux rues. Le même ciel, c'est deux ciels. Et on enjambe les flaques. On évite de marcher dedans. Et on regarde devant soi pour ne pas se mouiller les pieds. Mais si on s'arrêtait, si on prenait seulement 2 secondes sur ce trottoir ordinaire pour regarder vraiment dans cette flaque, il est possible qu'on y verrait quelque chose qui ressemble à un autre monde posé sous nos pieds. Un monde qui nous regarde de dessous. Un monde où nous marchons à l'envers dans un ciel qui est leur sol. Les enfants, eux, ils ne les enjambent pas.
Il les cherche même. Et il saute dedans. Et en sautant, eh bien, il fracasse le miroir en 1000 cercles concentriques. Ils détruisent l'image réfléchie. Ils mélangent le ciel et la boue. Et il rit. Il rit de ce pouvoir-là, de cette façon qu'ils ont de rompre le reflet, de rappeler à l'eau qu'elle est de l'eau et pas du ciel. Si vous placez 2 miroirs, l'un en face de l'autre, ce que font les salons de coiffure par exemple, ce que font certains couloirs d'hôtel aussi également parfois, eh bien il y a quelque chose d'étrange qui se produit. Vous apparaissez, pas une fois, mais infiniment. Une rangée de vous qui s'éloigne dans les 2 directions, de plus en plus petit, de plus en plus flou, de plus en plus sombre à mesure que la lumière se perd dans les reflets successifs. Un couloir de vous-même, en quelque sorte, qui s'étendrait vers un point que l'œil n'atteindrait jamais vraiment. Et chacun de ces vous est légèrement différent de l'autre. Un angle infime, une légère perte de lumière, de sorte que la rangée n'est absolument pas identique, mais qu'elle se retrouve dégradée et totalement changeante, comme si on voyait toutes les versions possibles de soi en train de se déployer en perspective. Eh bien, regardez dans ces doubles miroirs jusqu'au fond, jusqu'à la limite de ce que l'œil peut percevoir. À un certain point, il y a une image qui est trop loin, trop petite, trop effacée pour être distincte. Et cette image-là, cette dernière image de vous-même que les miroirs peuvent encore montrer, eh bien, elle a quelque chose que les premières n'ont pas. Quelque chose, je dirais, d'évanescent, presque de fantomatique. Comme si, à force de reflets successifs, eh bien, vous étiez en train de disparaître de vous-même. L'infini n'existe nulle part aussi concrètement que dans 2 miroirs qui se font face. 2 surfaces plates, 2 objets sans mystère. Et entre eux, une profondeur sans fond. Voici ce qui se passe quand la lumière baisse. À la pleine lumière, un miroir vous rend exactement ce que vous lui donnez. Parce qu'il est obéissant, il est presque sans personnalité, il est transparent. Mais quand la lumière descend à la tombée du soir dans une pièce où on n'a pas encore mis de lumière, dans un crépuscule intérieur qui précède même l'électricité, notre miroir change. Il commence à garder quelque chose. Ses contours s'adoucissent. Le reflet perd de sa précision et gagne en profondeur. Ou en ce qui ressemble à la profondeur. Votre image dans un miroir de pénombre est à la fois vous et autre chose. Elle a une consistance différente, elle habite le verre plutôt que de simplement le traverser. Dans la pénombre, les vieux miroirs tachés et brunis, vous savez, par les années, montrent autre chose encore. Ces miroirs anciens, avec leurs coins un petit peu ternis, avec des reflets légèrement verdâtres ou même dorés, avec des petites imperfections dans le verre, ils ont une façon de vous rendre moins net, plus ancien, presque comme si vous étiez hors du temps. Et vous regardez dedans et quelque chose en vous pense. Je ne sais pas à quelle époque appartient ce visage. Il pourrait venir de n'importe quand. Il y a des cultures, des siècles entiers de l'histoire humaine, qui ont cru que le miroir pouvait retenir l'âme. Que se regarder trop longtemps dans un miroir la nuit
c'était quelque chose de dangereux. Non pas par une superstition grossière, mais à mon sens parce que quelque chose dans l'expérience du miroir nocturne suggère réellement une frontière, une limite entre ce qui est là et ce qui se trouve de l'autre côté, entre la surface et ce que la surface cache ou contient ou garde. Ces croyances n'étaient peut-être pas tout à fait fausses au fond, pas dans le sens littéral, mais dans le sens qui compte. Elles disent que le miroir est un seuil, que ce n'est pas une surface neutre, et que quelque chose a lieu devant lui qui mérite une certaine gravité. Chaque maison a ses miroirs, et la façon dont on les place dit quelque chose de nous. Il y a le miroir qui se trouve dans l'entrée, le premier qu'on croise en partant, le dernier en entrant, celui où on jette un coup d'œil rapide avant d'affronter le monde, celui qu'on n'ose pas toujours regarder en rentrant le soir, par épuisement, par un sentiment vague que ce qu'on y verrait ne serait pas tout à fait rassurant. L'entrée, c'est un lieu de transition entre dehors et dedans, entre la vie publique et la vie privée. Et le miroir y est la sentinelle de cette transition. Et il vous accueille et vous contrôle. Il vous reçoit tel que vous êtes. Et il y a le miroir de la salle de bain. C'est le miroir quotidien, le plus fonctionnel, le moins regardé malgré la fréquence. On le croise peut-être 100 fois par semaine sans vraiment s'y arrêter. Il est devenu du fond de décor, une surface utile parmi d'autres. Et puis, il y a le miroir dans les chambres. Et celui-là est bien différent, placé dans l'espace le plus intime qui soit. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit les moments d'habillage, les moments de déshabillage. Il voit les nuits où on ne dort pas. Il voit les matins difficiles, il voit les moments de doute et les moments de grâce tranquilles. Si les miroirs avaient de la mémoire, et ils n'en ont pas, c'est une de leurs vertus profondes justement, eh bien le miroir de chambre serait le dépositaire de ce qu'on est vraiment, en dehors du regard. Les vieilles maisons ont des miroirs qu'on ne regarde plus. Des miroirs sur des meubles anciens, dans des couloirs qu'on ne fréquente pas, dans des pièces peu visitées. Ces miroirs-là reflètent la poussière et la lumière qui change selon les heures. Ils sont témoins, sont spectateurs et ils font leur travail de reflet pour personne, mais très fidèlement, depuis des décennies. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'émouvant dans un miroir sans regard. C'est un miroir qui attend. La liste est longue, mais il fallait la dire. Le miroir ne peut pas montrer votre voix, cette façon qu'elle a de porter votre caractère, votre humeur du jour, votre façon d'occuper l'espace. Tout ça est perdu pour vous, inaudible dans la glace. Il ne peut pas montrer votre façon de marcher, ce rythme particulier, cette cadence qui vous appartient et que les autres reconnaissent. Ce mouvement que vous portez depuis l'enfance sans l'avoir jamais choisi. Il ne peut pas montrer votre façon d'écouter non plus. Comment votre visage se transforme quand quelqu'un vous parle de quelque chose qui compte? Comment quelque chose s'ouvre dans vos yeux ou se ferme selon que vous êtes touché ou que vous résistez? Le miroir ne peut pas montrer le souvenir que vous laissez dans l'esprit des autres. Cette image que des gens portent de vous dans des villes que vous ne fréquentez plus, chez des personnes que vous n'avez pas vues depuis tant d'années. Cette image dans laquelle vous continuez à exister,
à parler, à gêner, à manquer, à donner de la joie. Cette présence que vous êtes dans des esprits que vous n'habitez pas vous-même. Le miroir ne peut pas montrer votre lumière. Il y a des gens autour desquels quelque chose s'éclaire. Et c'est pas leur beauté physique, c'est pas non plus leur intelligence particulière, mais c'est quelque chose de plus difficile à nommer. C'est une présence qui dilate l'espace en quelque sorte, une façon d'être là qui rend le monde un peu moins étroit. Cette lumière-là, si vous l'avez, vous ne l'avez jamais vue. Personne ne la voit sur soi-même. Elle est précisément ce qu'on donne à l'autre sans le savoir, sans pouvoir la tenir, sans aucun miroir possible. Et le miroir ne peut pas montrer ce que vous avez été pour les autres. Il ne peut pas montrer le souvenir d'une phrase dite à quelqu'un à un moment juste, une phrase qui a changé quelque chose dans cette personne-là, dont vous n'avez peut-être pas la moindre idée, que vous avez peut-être oublié même le lendemain. Il ne peut pas montrer l'enfant que vous avez été, ni même la façon dont cet enfant était regardé, ni ce que ce regard a construit, abîmé, peut-être ouvert. Le miroir est précis et pauvre à la fois. Il est précis dans le détail, mais il est pauvre dans l'essentiel. Et il y a un autre miroir qui est plus petit et plus profond que tous les autres. Il est plus ancien aussi. Un miroir que vous portez avec vous et que vous ne consultez jamais parce qu'il est fait pour voir et non pour être vu. Ce miroir, c'est la pupille. Cette petite ouverture noire au centre de l'iris. Et ce n'est pas une surface. Et cette fois-ci, ce n'est pas du verre. Ce n'est pas non plus large et poli. Mais c'est un trou. Un trou dans la lumière. Un trou par lequel le monde entre. Inversé et miniaturisé. Pour atterrir au fond de l'œil. Ou quelque chose, une chose qu'on appelle la rétine, qui est une toile vivante, tendue dans le noir de la tête, reçoit le monde et le traduit en des sortes de signaux qui deviennent quelque part dans le mystère de la conscience ce qu'on appelle voir. Mais avant cette translation, avant cette conversion du visible en expérience, avant tout ça, eh bien la pupille est un miroir. Un tout petit miroir convexe, qui est légèrement bombé, et qui reflète le monde d'une façon minuscule et courbe à la main. Si vous vous penchez suffisamment près d'une pupille, celle d'une personne qui vous laisserait faire, qui vous regarde avec assez de confiance pour que vous puissiez approcher votre visage du sien jusqu'à cette distance inhabituelle, vous verrez dedans votre visage. Il sera minuscule, légèrement courbé, dont le noir luise de la pupille. Eh bien, ici se trouve le miroir, le plus intime qui soit. Là-haut, dans l'œil d'un autre. Votre image, logée dans la vision de quelqu'un d'autre, inscrite dans le regard de cette personne, le temps qu'elle vous regarde. Et pendant ce temps-là, pendant qu'elle vous regarde, vous existez dans son œil. Vous êtes réel, visible, présent d'une façon que vous n'êtes jamais pour vous-même. Être vu, être dans l'œil d'un autre. C'est peut-être ça la définition la plus exacte d'exister. Il y a des gens dans nos vies qui nous servent de miroir, mieux que
n'importe quelle surface de verre. Pas parce qu'ils nous décrivent, et pas non plus parce qu'ils nous analysent ou racontent à nous-mêmes. C'est souvent maladroit et même inutile. Mais parce que dans leur façon de réagir à ce qu'on dit, dans l'écho que nos mots trouvent en eux, dans la façon dont leur visage répond à notre visage, quelque chose de nous-mêmes nous revient, quelque chose qu'on ne savait pas qu'on portait. On dit une chose qu'on croit absolument anodine, une chose qu'on formule pour la première fois, et tout d'un coup l'autre s'arrête. Dans cet arrêt, dans la façon dont il vous regarde à cet instant, comme si vous venez de dire quelque chose d'important, on comprend soudain qu'on a dit quelque chose d'important. Et c'est son regard qui nous l'apprend. Pas nos propres mots. L'autre nous révèle à nouveau. Il ne nous révèle pas toujours ce qu'on veut voir. C'est même parfois le contraire. Parfois, ce sont des choses difficiles, ce sont des choses qu'on préférerait ne pas savoir au fond. Les personnes qui nous connaissent vraiment nous font parfois l'effet d'un miroir impitoyablement précis. Elles voient ce que le miroir de verre ne peut pas montrer. Nos répétitions, nos fuites, nos façons d'être toujours le même problème dans des costumes différents. Notre courage caché, notre bonté que nous ne croyons pas avoir. Le miroir de verre ne juge pas. L'autre, lui, ne peut pas ne pas interpréter. Et c'est là absolument toute la différence. Et c'est là aussi toute la richesse. Il y a une idée très ancienne selon laquelle la conscience humaine est elle-même une sorte de miroir. C'est pas un miroir qui reflète des images, c'est un miroir qui reflète le monde, la réalité, ce qui est. La conscience serait ce lieu dans lequel les choses se montrent, se rendent présentes et deviennent disponibles à l'expérience. Sans conscience, il y aurait quelque chose, des arbres, des pierres, des planètes, même de la lumière, mais rien pour qui tout ça existerait. Absolument rien qui pourrait dire « il y a ça, je le vois, je le reçois, tiens, c'est là ». La conscience est ce par quoi le monde se regarde lui-même. Les arbres ne se regardent pas. La lumière ne se sait pas lumière. La mer ne contemple pas la mer, mais quelque chose dans cette espèce étrange qu'est notre espèce humaine, quelque chose dans cette capacité à avoir conscience d'avoir conscience, à donner au monde la possibilité de se tenir face à lui-même, comme un miroir posé dans la nature qui réfléchit la nature à la nature. Et c'est une pensée que je trouve vertigineuse, si on la laisse vraiment aller. Vous êtes debout quelque part, sur une terre qui tourne, sous un soleil qui brûle, dans un univers qui se déploie depuis des milliards d'années. Et tout ça sans quelque chose comme vous, serait là, mais invisible à lui-même, aveugle à lui-même, présent, mais non connu. La conscience est là que le monde s'est donné pour se voir. Par temps calme, la surface de certains lacs devient absolument parfaite. L'eau est si tranquille qu'elle reproduit d'un coup le ciel avec une fidélité absolue, nuage pour nuage, couleur pour couleur.
jusqu'à la nuance. Si on s'approche du bord et qu'on regarde à la verticale dans cette eau, on ne sait plus très bien ce qui est le haut et ce qui est le bas. Le ciel est en dessous et le sol est en haut. L'eau a renversé le monde. Dans ces moments-là, un oiseau qui traverse le cadre de vision traverse à la fois le ciel véritable et son reflet dans l'eau. 2 fois le même vol, 2 fois les mêmes ailes, une en haut et une en bas, comme si l'oiseau était dupliqué à la surface du monde. 2 oiseaux qui ne sont au fond qu'un. 2 vols qui ne sont toujours qu'un. Et le monde se reflète en permanence dans le monde. Chaque surface lisse est un miroir. Chaque surface mouillée, chaque fenêtre dans la nuit, chaque vitre de voiture dans la lumière du soir renversée, tout ça reflète, renvoie, reproduit en plus petit et en légèrement différent ce qui est. Le monde ne cesse pas de se contempler. Le monde se regarde dans lui-même, à travers toutes ses surfaces. Et cette contemplation silencieuse, ce jeu de reflets entre toutes les choses, précède de loin nos miroirs polis et nos glaces encadrées. Avant nos miroirs, le monde avait les siens. Et il les a même toujours. Voici ce que le miroir reflète réellement. Pas votre visage, pas la pièce, pas les objets, les arbres ou le ciel, mais la lumière, uniquement la lumière. Ce que le miroir reproduit, eh bien c'est de la lumière qui rebondit. Votre visage n'est pas dans le miroir. La lumière qui rebondit sur votre visage est dans le miroir. L'arbre n'est pas dans le miroir. La lumière qui traverse l'arbre et se reflète sur ses feuilles est dans le miroir. Tout ce que vous croyez voir dans un miroir n'est qu'une collection de rebonds lumineux captés et renvoyés par une surface plane, avec assez de fidélité pour que nous reconnaissions des formes. C'est peu et c'est immense à la fois. C'est peu parce que la lumière n'est pas la chose. Le rebond n'est pas l'original. Ce que le miroir vous donne n'est jamais la chose elle-même. C'est toujours sa traduction lumineuse, son empreinte dans les photons, sa façon de modifier le trajet de la lumière. Immense, justement parce que c'est exactement aussi ce que fait l'œil. L'œil aussi ne reçoit que de la lumière. L'œil aussi traduit. L'œil aussi reconstruit le monde à partir de ces rebonds. Et appelle ça voir, appelle ça connaître, comprendre. Le miroir et l'œil font exactement la même chose. L'un sans conscience et l'autre avec conscience. Il y a une toute dernière chose que le miroir fait, sans qu'on le sache. Une chose que la physique impose et que notre expérience ordinaire ne perçoit absolument pas. La lumière prend du temps pour voyager. Pas beaucoup, à l'échelle d'une pièce. Des fractions de milliardièmes de seconde. Mais ce temps existe. Ce que vous voyez dans un miroir, vous le voyez avec un léger retard sur la réalité. Votre image dans la glace n'est pas vous maintenant. C'est vous il y a une fraction infime de seconde. Vous voyez toujours du passé dans un miroir. Et peut-être me direz-vous que c'est anecdotique, mais pour moi, cela dit quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas de regard direct. Il n'y a jamais de contact pur entre l'observateur et l'observé. Toute vision est différente.
toute image est déjà de l'histoire au moment où elle arrive. Ce que nous appelons le présent, ce maintenant dans lequel nous croyons vivre, est toujours déjà légèrement du passé au moment où nous le percevons. Le miroir de son apparente instantanéité nous cache cette vérité. Il la cache si bien que nous n'y pensons absolument jamais. Mais si nous regardons le ciel la nuit et que nous voyons les étoiles, là, la chose devient évidente et absolument vertigineuse. La lumière des étoiles met des années, elle met des décennies, des millénaires à nous parvenir. Certaines étoiles que nous voyons n'existent même plus. Elles se sont éteintes avant que leur lumière arrive jusqu'à nous. Nous regardons des fantômes de feu. Même l'étoile la plus proche, notre Soleil, nous envoie une lumière qui a mis 8 minutes environ pour traverser l'espace. Le Soleil que vous voyez quand vous regardez par la fenêtre, c'est le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Vous n'avez jamais vu le Soleil de maintenant. Vous vous rendez compte de ça? Et le miroir, modestement, humblement, fait la même chose à l'échelle d'une fraction de seconde. Il vous montre le passé. Il vous montre ce que vous étiez. Il vous montre ce qui a été. Si l'on recule encore, si l'on prend la plus grande distance possible, quelque chose d'étrange tout d'un coup apparaît dans la structure même de notre univers. Et les galaxies s'organisent en filaments, en toiles, en structures, qui ressemblent à des réseaux. Ces réseaux, photographiés par les télescopes les plus puissants, ressemblent à quelque chose d'autre, à quelque chose de très proche et de très petit. Ils ressemblent au réseau de neurones dans un cerveau humain. Ils ressemblent aux ramifications des arbres, aux deltas des fleuves, aux veines sous la peau. La même forme à des échelles incomparables. Comme si le grand se reflétait dans le petit. Comme si la structure de l'immensité répétait la structure de l'infini. L'inverse. Comme si quelque chose, dans la façon dont le monde se tient, obéissait à des lois tellement fondamentales qu'elles s'expriment à toutes les échelles de l'infiniment grand à l'infiniment petit, en passant par le corps humain qui est juste là, entre les deux. L'univers se ressemble à lui-même. L'univers se reflète en lui-même. L'univers est peut-être la plus grande des choses qui se regardent dans un miroir. Et ce miroir, c'est sa propre structure, sa propre façon d'être organisé. Ces formes qui se répètent et se répondent et se reconnaissent d'une échelle à l'autre. Et nous, êtres minuscules posés sur un grain de poussière dans un recoin ordinaire d'une galaxie ordinaire, eh bien nous sommes aussi dans ce miroir. Et nous en faisons partie. Nos neurones ressemblent à des filaments galactiques. Notre corps suit les mêmes lois que les planètes. La même physique qui fait tourner les étoiles fait battre notre cœur. Nous ne sommes pas des spectateurs de l'univers, mais nous sommes une des façons dont l'univers se regarde. Revenons doucement. De l'immensité à la galaxie, de la galaxie à la planète, de la planète à la ville, à la maison, à la pièce dans laquelle vous vous trouvez, à la surface froide du verre. Vous êtes debout devant un miroir. C'est un miroir ordinaire dans une lumière tout à fait ordinaire, dans une journée qui ressemble à toutes les autres. Et vous la regardez. Ou plutôt, regardez quelque chose qui vous ressemble et que vous appelez vous. Ce visage d'un verre, ce visage que vous connaissez et que vous ne connaissez pas à la fois. Ce visage qui est le vôtre depuis si longtemps, qu'il est devenu presque aussi banal que les murs qui vous entourent.
Ce visage qui porte, sans le montrer, tout ce qui lui est arrivé. Les joies et les traversées difficiles, les sommeils et les insomnies. Toutes les fois où quelque chose l'a changé d'une façon presque invisible, toutes les fois où vous avez été un peu différent sans le savoir, eh bien regardez-le vraiment. Regardez-le pas pour vérifier, ni même contrôler, mais avec un regard juste. Regardez, vraiment. Il y a une étrangeté dans ce visage. Une étrangeté douce et légère à la fois, que vous retrouvez si vous vous y attardez assez longtemps. Vous y verrez un point où la familiarité cède légèrement, où il y a quelque chose de plus mystérieux qui affleure. Comme si, à force de regarder, eh bien, on traversait l'image et on apercevait derrière quelque chose que l'image nous cachait ordinairement. Qui est là ? Qui est là ? La question ne cherche pas de réponse. Elle n'en a d'ailleurs peut-être pas. Ou plutôt, elle a peut-être trop de réponses. Et aucune n'est réellement complète. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui mérite qu'on reste là, debout, quelques secondes, de plus que d'habitude, dans la lumière ordinaire de cette pièce ordinaire, à regarder cette chose ordinaire et extraordinaire qui est son propre visage. Le miroir ne vous répondra pas. Et c'est une de ses qualités profondes. Parce qu'il ne commande pas. Il ne dit pas « tu as l'air d'être fatigué », il ne dira pas non plus « tu as bien vieilli » ou « tu as mal vieilli ». Il ne dira pas non plus que vous êtes le plus beau, ou même que vous êtes le plus laid, ou que vous êtes ordinaire, ou que vous êtes remarquable. Il va vous montrer, et il se tait. Il y a une honnêteté profonde dans ce silence. Une forme d'égalité absolue dans la façon dont un miroir traite tous ceux qui viennent se tenir devant lui. Roi comme mon Dieu. Que ce soit des enfants ou des vieillards, une personne juste ou un coupable. Le miroir donne à chacun exactement la même chose. L'image de ce qui est, sans aucun commentaire, sans forme de hiérarchie et sans opinion. On pourrait appeler ça de l'indifférence, après tout. Mais c'est en fait une forme de respect. Le miroir vous rend à vous-même. Et il ne vous juge pas. Mais il ne vous aide pas non plus d'ailleurs. Il se tient juste là, il est disponible, il est précis, et il vous laisse faire avec ce que vous voyez. Ce que vous voudrez bien en faire. Ce que vous y cherchez, eh bien vous seul le savez. Et ce que vous y trouvez, vous seul pouvez le décider. Le miroir est simplement le support d'un dialogue que vous avez avec vous-même. Toujours. Même quand vous croyez ne regarder que votre reflet. Même quand vous croyez ne chercher qu'à savoir si vos cheveux sont bien placés, dans le bon ordre. Alors on peut regarder dans un miroir pendant des années, pendant des dizaines d'années. Et la question restera toujours entière. Et je ne parle pas de la question de l'image. Pas de celle non plus du visage ou des traits et de la façon dont le temps les a travaillés, mais une question qui est bien plus ancienne et bien plus difficile, plus impossible à formuler exactement. C'est la question de ce qui regarde. Pas le visage, le regard, pas les yeux, ce qui est dans les yeux et qui cherche quelque chose. Cette chose en nous qui observe, qui reçoit le monde, qui se penche sur les surfaces et les lacs et les visages des autres pour se trouver, qui se demande depuis très longtemps ce qu'elle est, où elle commence,
et où elle finit. Cette chose-là n'est dans aucun miroir. Elle est de l'autre côté, toujours de l'autre côté, toujours de ce côté-ci, toujours dans ce lieu intermédiaire qu'on ne peut pas nommer. Elle est ce qui regarde. Et ce qui regarde ne peut pas se voir regarder. Et c'est sa limite et c'est sa liberté. Le miroir s'arrête à la surface. Il ne traverse pas. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être ça l'enseignement le plus profond d'une surface froide dans un cadre ordinaire. Que ce qui vous contemple dans ce verre n'est pas ce que vous êtes. Que vous êtes toujours derrière, toujours un peu plus loin que le reflet. Toujours à cet endroit exact où le miroir ne peut pas aller. Posez les mains sur la surface froide. Sentez le verre, cette fraîcheur qui ne cède pas tout à fait, et regardez vos mains dans le miroir. Ces mains que vous connaissez si bien et qui, vues dans le reflet, appartiennent à quelqu'un que vous observez, et retirez-les. Regardez la surface reprendre sa pureté, sans trace, sans mémoire de votre geste. Parce que le miroir, je vous l'ai déjà dit, ne garde rien. Et il n'est pas triste de ça. C'est simplement sa nature, recevoir et rendre, fidèle sans retenir. Et cette façon d'être, ce ton complet, sans accumulation, cette présence totale et totalement détachée, eh bien peut-être y a-t-il quelque chose à apprendre à cet endroit-là. Dans cette façon du miroir de vous donner tout sans rien vouloir garder de vous, de vous rendre à vous-même, à chaque instant, propre, neuf, sans le poids de ce que vous étiez hier ou de ce que vous serez demain. Vous existez devant un miroir, dans un éternel présent. Et peut-être que c'est la seule chose dont le miroir, finalement, soit vraiment capable. Vous remettre dans l'instant. Ce visage-là, maintenant, dans cette lumière-là, à cette heure-là, pas avant, pas après, mais ici. Et le miroir vous attend. Demain matin, il sera là, exactement dans la même pièce, dans le même cadre, avec la même surface froide et fidèle. Vous viendrez comme tous les matins, avec votre visage du réveil et vos pensées encore désordonnées, et votre vie en suspens entre hier et le reste, et vous vous regarderez, rapidement peut-être, distraitement, et vous passerez à autre chose. Ou peut-être pas. Peut-être que demain matin, quelque chose dans ce que vous avez entendu dans cet épisode vous fera rester un instant de plus. Peut-être que vous regarderez ce visage dans le verre avec un peu plus de curiosité, un peu plus de douceur, un peu moins de certitude de savoir ce que vous y voyez. Et peut-être qu'une question naîtra. Elle sera légère, elle sera sans urgence, comme une question qu'on se pose à soi-même le matin sans attendre de réponse. Peut-être qu'en vous éloignant du miroir pour aller vers la journée, quelque chose persistera. Ça ne sera pas une pensée, mais quelque chose de plus léger. Une attention légèrement déplacée, un regard légèrement changé, la sensation vague et précise à la fois que les surfaces du monde contiennent plus qu'on croit, et que se tenir devant l'une d'elles avec un peu de silence est déjà en soi une façon de chercher. Il y a dans le miroir un visage que vous ne verrez jamais, le vôtre, tel qu'il est, tel que les autres le voient, tel qu'il vit et bouge et pense et sent et traverse les jours sans se regarder parce qu'il est trop occupé à être ce qu'il est pour observer ce qu'il est. Ce visage-là, libre, non observé, non tenu, vivant de sa vie propre dans le regard des autres, eh bien ce visage reste à tout jamais un mystère, pour vous seul. Le seul mystère vraiment insoluble que vous portiez. Et le miroir est là, froid, silencieux, fidèle, qui vous en donne chaque jour l'image la plus proche. Jamais lui, toujours son reflet. Et c'est assez. C'est tout. C'était David.
pour Voix Poétique.